Je suis, comme Maître Bocquier, parfaitement favorable à une stricte égalité des droits tout au long de la procédure judiciaire, jusqu'à l'exécution de la peine, entre les victimes et les parties, enfin entre les victimes et le coupable, les personnes qui sont inculpées. Cette égalité de droit existe déjà à plusieurs parties de la procédure. Quand elle s'ouvre au moment de l'instruction, enfin, il y a une stricte égalité, à la fois d'initiative, de communication de pièces, de l'égalité des parties dans la préparation du procès et comment dire aussi procédurier bien sûr, est assurée. Il n'y a pas de raison que seule la partie défenderesse soit, comment dire, ou la partie de celui qui est mis en examen et traduit en justice bénéficie de droits supplémentaires par rapport à la partie civile qui, elle, en serait privée. Et donc le droit de faire appel me paraît une position d'équilibre et de cohérence des droits des différentes parties au procès qui doit être absolument assurée. Donc c'est la raison pour laquelle, tout comme Maître Bocquier, je suis pleinement favorable à cette mesure. Mais il faut d'abord prendre conscience du fait qu'un détenu qui n'est pas correctement traité en prison est davantage candidat à la récidive ou à un déficit terrible de réinsertion sociale qu'un détenu qui est bien traité en prison. Du point de vue du droit, on a l'habitude de dire que la prison est une peine qui ne prive que de la liberté de circuler. Et c'est déjà beaucoup. Quiconque a déjà visité un établissement pénitentiaire a pu mesurer le poids de cette privation de liberté, qui est une vraie punition. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut tenir l'équilibre entre, d'un côté, une exécution de la peine qui soit juste, parce que l'exécution de la peine, c'est l'expression de la justice à l'égard du corps social et des victimes, et d'un autre côté, des conditions de détention qui soient dignes. Parce que si il est vrai que la prison n'est que la privation de la liberté, ou la privation de la seule liberté, alors ça veut dire que pour le reste, l'intégralité des droits des prisonniers et des choses qui sont attachées à leur dignité doit pouvoir continuer de s'exercer. Le droit de travailler, le droit de s'informer, le droit de communiquer, tous ces droits-là, la satisfaction des besoins fondamentaux de la vie humaine, une vie sociale, même si le sens de la vie sociale en prison est un petit peu différent, la possibilité de se cultiver, de pratiquer des activités sportives ou de loisirs. Tout ça doit être possible. Et ce qui est difficile, et c'est la première évolution à imprimer, c'est que l'opinion publique n'est pas pleinement convaincue de cette réalité. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle ne sent pas une volonté ferme de la part des pouvoirs publics à appliquer l'intégralité des peines de prison. Elle considère donc que les prisonniers sont là, en fait, évidemment, contre leur gré, ça va sans dire, mais ils ne voient pas comment, puisqu'on n'exécute pas les peines, puisqu'on ne s'occupe pas comme il faut. Les personnes qui sont ne voient pas l'utilité de la prison non plus, étant entendu qu'il y a des taux de récidive qui sont très élevés pour les gens qui sortent d'incarcération. Donc, il y a cette première conviction collective à faire se propager dans l'opinion publique française. Deuxièmement, il y a un travail de rénovation matérielle des prisons qui existent pour faire en sorte que eh bien, des prisonniers ne vivent pas à 3, parfois 4, dans 9 mètres carrés, avec des matelas au sol, pas de séparation pour les toilettes, enfin des choses qui sont indécentes, très clairement indécentes. Personne n'accepterait, encore une fois, en visitant une cellule, de telles conditions de détention. Ça existe de moins en moins, mais ça existe encore. Donc il y a un effort de rénovation à faire des établissements pénitentiaires. Et puis il faut prendre acte, troisièmement, de cette double évolution qui est une évolution très importante de la criminalité, en particulier celle qui peut engendrer des peines d'incarcération, et deuxièmement l'augmentation démographique de la population. Donc tout indique que d'ores et déjà, le phénomène de surpopulation carcérale doit être traité par la construction de places de prison nouvelles, et l'anticipation de ces deux phénomènes et de leur accroissement, en tout cas c'est ce que prudemment on peut imaginer, cette anticipation doit nous conduire aussi à la même conclusion, c'est-à-dire bien sûr rénover les places qui existent, mais si on rénove les places qui existent, il y aura toujours 4 personnes dans 9 mètres carrés, même si la cellule est repeinte et que le sol est refait comme il faut. Donc il faut de toute façon construire des places d'incarcération nouvelles. Pendant longtemps, j'ai pensé que le fait de défendre la thèse de construction de nouvelles prisons était une bonne façon de se dédouaner de rénover celles qui existent. Et je me disais, c'est une espèce de bonne excuse. Au fond, on va continuer de ne pas regarder ce qui se passe dans les établissements qui sont indécents, et puis on va se concentrer sur les établissements neufs. Et donc j'étais opposé, d'une certaine façon, à l'accroissement du nombre de places en prison. J'étais favorable à l'établissement d'un numerus clausus pour que nous nous forcions à la fois à nous interroger sur le sort des personnes qui n'ont rien à faire dans une prison. Parce que, comment dire, ils ont
commis un délit, des choses qui sont pas si graves que ça, ou parce que les peines peuvent être aménagées, ou parce qu'elles ne représentent pas un danger réel pour la société. Ça, c'est au juge de l'apprécier. Et par ailleurs, ça nous dédouanait également de l'effort de rénovation qu'il fallait faire dans les établissements vétustes. Et puis je me rends compte qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Le numerus clausus ne peut pas être une bonne idée, compte tenu des différents phénomènes que j'ai évoqués. Il est nécessaire de effectivement engager ce programme massif, rapide, de construction de nouvelles places de prison, de sorte que, à la fois la surpopulation carcérale actuelle puisse être répartie dans des conditions de détention, encore une fois, qui soient décentes, et qu'en même temps, eh bien, la société puisse enfermer les personnes qu'elle a décidé d'enfermer par décision de justice à l'avenir. Reste après la question de savoir à quoi sert le temps lorsqu'on est en prison. Et étant entendu que, j'ai plus la statistique réelle de 2016 en tête, mais il me semble que c'est plus de 97% des personnes qui actuellement sont en détention qui sortiront de prison dans les 2 ans qui viennent. Donc nous sommes sur une majorité de peines qui sont courtes. Parfois on a quelques mois, 1 an, 2 ans, ce qui passe très vite, alors très lentement, quand on est en centre de détention, vite malgré tout, parce que le rythme du temps est celui-là. Donc tout ce qui peut faire en sorte que les détenus soient préparés à la sortie. Tout ce qui peut faire en sorte qu'ils soient soignés quand ils ont une pathologie ou l'autre, en particulier des pathologies à caractère psychologique ou psychiatrique. Même si les malades psychiatriques n'ont rien à faire en prison, de mon point de vue, mais c'est un autre débat. Tout ce qui peut faire en sorte que la formation de ces détenus en termes professionnels soit accrue et que leurs compétences soient augmentées. Tout ce qui peut être fait pour qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, car malheureusement, on trouve aussi beaucoup de personnes qui sont frappées de l'illettrisme, qui sont en centre de détention. Tout cela doit être fait, ce qui nécessite que nous nous reposions collectivement la question de savoir à quoi sert-il d'être détenu. Certes, à purger sa peine pour payer sa dette à l'égard du corps social et des victimes, mais également si ce temps de détention n'est pas un temps de reformation, de préparation de la réinsertion sociale, alors je pense que c'est du temps perdu. Et cette ambiguïté-là, dans le débat public aujourd'hui, elle est tellement prégnante que, eh bien, il est très difficile de défendre, même dans les débats budgétaires, l'accroissement des crédits donnés à l'administration pénitentiaire, l'accroissement des effectifs de gardiens de prison, qui est un métier affreusement difficile, absolument dévalorisé, et sur lesquels il va bien falloir un jour qu'on se dise aussi, mais ils sont aussi gardiens de notre sécurité, les gardiens de prison, donc il va falloir les traiter comme tels. Donc tout cela nécessite une forme de consensus politique qui, aujourd'hui, n'existe pas vraiment, parce que, même si ça progresse, au fond, l'opinion publique française ne me paraît pas complètement consciente des enjeux qu'il y a derrière le temps de la détention et son utilité éventuelle. Il est vrai que ce à quoi on assiste pour le moment ne convainc pas vraiment de cette utilité dans les temps où nous sommes. Mais justement, c'est une ambition politique qu'il faut pouvoir porter. Alors, ces 2 mesures sont très nécessaires, très intéressantes, parce qu'elles sont utiles pour les détenus, et je le redis, si elles sont utiles pour les détenus, alors elles sont utiles pour le corps social. Le bien commun, c'est le bien commun. Il est universel. Ce qui est bon pour les détenus est bon pour toute la société. Et ce qui est bon pour toute la société est également bon pour les détenus. Les détenus ne sont pas en dehors du corps social, ils sont à l'écart, ça n'est pas la même chose. Et ils le sont temporairement. Encore une fois, plus de 99% des personnes actuellement incarcérées sortiront de prison un jour ou l'autre. Plus de 99%. Donc il faut s'en occuper. Et si on ne s'en occupe pas, si on ne les traite pas humainement, ils recommenceront. Et qu'ils recommencent, ils se feront du mal bien sûr à eux-mêmes, et ils retourneront en prison, mais entre-temps, ils auront fait du mal à quelqu'un d'autre. Et ce mal à quelqu'un d'autre, il faut absolument l'éviter, parce que sinon, on ne fait pas les choses qu'on devrait faire. Donc, sur le travail et sur le sevrage, ce sont des orientations qui sont absolument nécessaires, essentielles. Elles se heurtent à un grand principe de notre droit, qui est un principe général du droit, qui est que on ne peut pas être contraint, sauf exception, ni à se soigner, ni à faire un travail qu'on ne veut pas exécuter. Ces droits fondamentaux s'exercent jusque dans les prisons. Car je le rappelle, la prison n'est que la privation de la seule liberté de circuler, ou de la liberté d'aller et venir. Les prisonniers conservent leurs droits fondamentaux, y compris ceux-là. Donc il y a un équilibre à trouver, et cet équilibre, il est un équilibre du droit. Est-ce qu'il y a des circonstances ou des conditions juridiques dans lesquelles on peut contraindre quelqu'un à se soigner? Il y en a quelques-unes pour les criminels sexuels, mais c'est extrêmement rare, et c'est pas bon, ça ne concerne pas le sevrage, en tout cas pour les consommations de produits stupéfiants.
Et y a-t-il des circonstances dans lesquelles on peut obliger quelqu'un à travailler? Bon. Alors il y a quelques pistes. La première piste pour le travail, ce serait d'explorer la manière dont les détenus qui sont condamnés à verser des dommages et intérêts ou à réparer un préjudice causé à la victime, quand c'est une personne, pas seulement l'État, encore que, s'il y a des peines financières qui sont prononcées, à ce moment-là, ça motiverait le fait qu'il pourrait y avoir, enfin ça pourrait justifier en tout cas, une obligation d'exercer une activité rémunérée, simplement pour payer, même symboliquement, ou commencer à payer une partie de sa dette. C'est une manière aussi de réparer, de payer ses fautes et de faire en sorte que la justice soit faite. Sur le sevrage, c'est la même chose. Alors il peut y avoir des tas de mécanismes incitatifs, on peut imaginer des jours de réduction de peine, il faut trouver des mécanismes qui motivent aussi, parce que si vous n'actionnez que la contrainte, même en prison, ça ne marche pas très bien. Il n'y a pas de raison que ça marche peu en dehors des prisons. Ça marche peu en dehors des prisons, il n'y a pas de raison que ça marche mieux à l'intérieur. Donc il faut articuler à la fois l'obligation de justice et en même temps une forme de mécanisme d'incitation qui existe. Et on sait très bien que les permission de sortie, libération conditionnelle, libération anticipée, jour de réduction de peine, enfin tout ça, on peut articuler tout ça et les juges d'application des peines ont un arsenal très complet pour le faire dans l'état actuel du droit. En ce qui concerne le sevrage, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'obligation de soins et prendre le modèle de ce qui se passe dans le cas d'autres types de pathologies ou dans le cadre de certains actes à caractère criminel. Peut-être on pourrait étendre les actes qui peuvent justifier une injonction de soins, car il y a des injonctions de soins dans un certain nombre de cas, et je ne serais pas choqué du tout par le fait qu'on inscrive comme une injonction de soins le fait de se rendre indépendant de la consommation de stupéfiants. Il faut trouver médicalement et juridiquement l'articulation qu'il faut, mais ça ne me choque pas du tout. Ensuite, tout le problème du travail en prison, c'est qu'il faut trouver des entreprises qui acceptent d'y fournir du travail. Et ça, c'est plus difficile, parce que c'est très compliqué pour une entreprise d'entrer dans le milieu carcéral. Alors il y en a qui le font depuis très longtemps, elles sont habituées, elles ont leur rythme, elles ont leurs produits, elles ont tout ça. Il y a sans doute une facilitation là aussi à trouver, pour faire en sorte que de manière plus aisée, les opérateurs économiques puissent considérer les détenus comme de la main-d'œuvre potentiellement intéressante pour elles. Et j'ajoute qu'il faudrait faire aussi un effort, peut-être sur les taux de rémunération horaire, vous savez, qui sont traités de manière... alors, il ne s'agit pas d'appliquer le droit du travail, puisque on est dans un cadre qui est un peu extrajudiciaire sous ce rapport. Néanmoins, il y a peut-être une revalorisation des minima salariaux pratiqués dans ce contexte qui serait à opérer. Alors, il y a une très grande tentation, et d'ailleurs l'argument est recevable. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas l'argument est recevable. Il consisterait à dire l'État supervise d'une manière ou d'une autre l'organisation du marché pour faire baisser les prix, et en faisant baisser les prix, on appauvrit tous les trafiquants, et donc ils arrêtent de trafiquer. Je la fais rapide, mais c'est un peu l'argument qui nous est servi souvent. Je ne crois pas du tout à cet argument, pour deux raisons. La première, c'est que, d'une certaine manière, je fais confiance, avec tous les guillemets du monde, aux trafiquants pour réorganiser les marchés de telle sorte qu'ils regagnent très vite de l'argent autrement, y compris en imprimant dans les produits qu'ils vendent une évolution telle que les substances toxiques étant renforcées, ils fourniraient des psychotropes bien plus efficaces que les produits qui seraient entre guillemets autorisés ou surveillés, et on sait très bien que c'est le taux de tétrahydrocannabinol dans le cannabis par exemple qui fait la richesse, si j'ose dire les choses ainsi, de ce produit. Et donc je ne crois pas que, on arriverait très longtemps à limiter les trafics. D'ailleurs j'observe que tous les pays qui ont d'une manière ou d'une autre tenté de réguler ou de dépénaliser font en fait marche arrière d'une manière ou d'une autre et se rendent compte que ça n'est pas si efficace que ça. Deuxièmement, il me semble que la loi de 70, elle a deux défauts. La première, c'est qu'elle a été écrite pour des résines de cannabis qui comportaient 3, 4, 5, 6% de principes toxiques sur la totalité, sur le poids d'un kilo de résine. Aujourd'hui, on est à des taux qui dépassent allègrement les 20 quand ils n'atteignent pas 25 ou 30% de substances toxiques, ce qui veut dire que l'accoutumance est plus rapide, les dégâts neurologiques sont infiniment plus graves et plus rapides, et vous pouvez devenir dépendant à ce genre de substances beaucoup plus rapidement que lorsque le législateur, il y a maintenant presque 50 ans,
a écrit la loi qui fait référence encore aujourd'hui. Donc son premier défaut, c'est qu'elle est adaptée, me semble-t-il, en termes de circonstances, elle n'est absolument pas adaptée par rapport à l'évolution qu'ont connue les produits toxiques qu'elle est censée interdire depuis maintenant 50 ans. Son deuxième défaut, c'est qu'on ne l'applique pas. Ça, c'est terrible. Donc la police renonce à... Enfin, la police, l'appareil d'État en général, renonce à appliquer cette loi littéralement parce que on sent bien qu'entre la volonté de faire de la police, qui est l'immense majorité des cas, je ne peux pas faire procès d'intention aux policiers, qui font bien ce qu'ils peuvent dans beaucoup de circonstances, et la volonté des juges de ne absolument pas sanctionner de quelque manière que ce soit la détention de résine de cannabis au-delà de la quantité de consommation personnelle, enfin vous connaissez les textes, ben, ils arrêtent. Et puis tout ça prospère allègrement et on fait en sorte que, effectivement, ça soit finalement, que cette loi est à peu près comme si elle n'existait pas, sauf exception. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Je pense que il y a un premier ennemi qui est l'image positive de la résine de cannabis ou des produits dérivés de la marijuana. Chez les jeunes en particulier et dans la population en général, cette image n'est pas si négative que ça. Les défenseurs de la dépénalisation ont réussi à faire accréditer cette thèse que c'est un produit convivial et qu'après tout, ça ne fait pas tant de mal que ça. Si ça fait du mal, ça fait bien mal de chien. Et je ne comprends toujours pas pourquoi le ministère de la Santé n'organise pas des campagnes d'information extrêmement détaillées, précises. Ça devrait être matraqué tous les jours que le bon Dieu fait, cette affaire. Parce qu'il ne faut pas s'étonner que croissent plusieurs courbes en même temps, la consommation de cannabis en France, le décrochage scolaire, les problèmes d'attention en classe, et un certain nombre d'autres choses, la difficulté d'acquérir des apprentissages ou des connaissances. Enfin, tout ça est lié. Parce qu'évidemment, puisque c'est une substance neurotoxique puissante, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas des ravages dans les cerveaux des jeunes très jeunes et très tôt. Donc il y a des campagnes d'information à faire massives pour dire la réalité de cette drogue-là. Il y a deuxièmement la loi qui est à appliquer, et là, je ne vois pas d'autre mécanisme possible que celui des peines planchers qui a été supprimé par le gouvernement socialiste quelques semaines après son arrivée au pouvoir, c'était l'automne 2012 autant que je me souvienne. C'est la seule façon que je vois de rendre presque mécanique la prononciation d'une peine, quelle qu'elle soit. Je ne demande pas qu'on envoie les gens en prison, mais enfin au minimum d'une amende avec des travaux d'intérêt général, enfin quelque chose qui soit signifiant sur le plan symbolique pour dire c'est un délit. Donc si c'est un délit, ça se sanctionne, si ça se sanctionne, ça se punit, et si ça se punit, ben, on exécute la réparation. Et troisièmement, il me semble que il faut faire très attention à ce qui s'est passé au moment de l'installation des salles de shoot, qui de mon point de vue est une forme de dépénalisation par le haut, alors que la dépénalisation du cannabis pure et simple serait une dépénalisation par le bas, c'est-à-dire qu'on commencerait à dépénaliser ce qui est le moins grave, entre guillemets, et puis petit à petit, une fois que la porte est ouverte, comme dit l'autre, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, disait le grand Aristote, une fois qu'elle est ouverte, même si elle est simplement entrebâillée. C'est très pernicieux cette affaire de salle de shoot parce que ça accrédite la thèse qu'il y a des circonstances dans lesquelles il n'est pas pénalisable de consommer des substances qui par ailleurs sont interdites et lourdement punies, puisque là on ne parle pas de résine de cannabis, on parle de drogue dure, des substances chimiques et un certain nombre d'autres choses comme ça. Pour des raisons et sous couvert de raisons de santé publique, ce qui évidemment est complètement délirant. Il n'y a qu'à aller voir en Suisse ou ailleurs ce que sont devenues des salles de shoot et vous verrez rapidement qu'il n'y a plus de santé publique là-dedans du tout. C'est devenu des lieux de trafic, enfin c'est des choses absolument terribles. Donc il faut évidemment revenir sur cette affaire de salle de shoot. Et je pense que si on veut effectivement soigner les toxicomanes qui sont dépendants, alors il faut accepter d'entrer dans des mécaniques, on en parlait tout à l'heure, de sevrage, de santé publique. Il y a des établissements spécialisés, il y a des associations qui font un travail absolument formidable, sans aucun moyen, avec un mépris terrible de la part du ministère de la Santé sur ces sujets, parce que leur philosophie à ces associations n'est pas dans l'air du temps. Ces associations ne considèrent pas que, la consommation de drogue relèverait d'un choix personnel libre, ou je ne sais pas quelle fadaise de ce genre, donc ils disent non, c'est pas bon pour la santé, donc on met les gens dans des circuits, dans des cheminées extrêmement étroites, et puis on essaie de les accompagner. Ça marche souvent, pas toujours, parce que malheureusement ça n'est pas une science exacte, mais on sait bien quels sont les systèmes qui fonctionnent. Et comme l'État, par les temps qui courent, refuse la contrainte comme un moyen de soigner, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, alors on ne regarde même pas ce que font et ce qu'opèrent ces associations. Donc en plus des campagnes d'information, en plus de la suppression pure et simple des salles de shoot pour les raisons
à la fois symbolique et opérationnelle que j'ai dites, il faut absolument que, puisqu'il est acquis que l'État refuse pour l'instant d'exercer cette responsabilité de manière pleine et entière, eh bien, il y a un soutien formidable à apporter à toutes ces associations qui accueillent les toxicomanes. Encore une fois, quel que soit leur courage politique, leur type de croyance, ça m'est égal. Il y a un moment, il y a des gens à guérir et il faut les guérir. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette question.